On a tous une idée de ce qu'est l'école. On y a tous passé des années. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de son rôle fondamental dans notre société? Est-ce que l'école est vraiment ce grand égalisateur des chances qu'on nous promet? Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'un peu différent? Voilà la tension qui va nous guider. D'un côté, il y a l'idéal, la belle promesse d'une école qui permet à n'importe qui, peu importe d'où il vient, d'aller le plus loin possible. Et de l'autre, eh bien, il y a ce doute, cette suspicion d'un système qui, en fin de compte, ne ferait que reproduire les inégalités qui existent déjà. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Alors, pour y voir plus clair, revenons aux fondamentaux. Quelles sont, sur le papier, les missions officielles de l'école? Qu'est-ce qu'on attend d'elle? C'est crucial de comprendre cet idéal pour pouvoir ensuite le confronter à la réalité. On a donc 4 grands piliers. Instruire, c'est-à-dire apprendre à réfléchir, socialiser, pour apprendre à vivre ensemble, assurer l'égalité, la grande promesse que le talent l'emporte sur l'héritage, et enfin, plus concrètement, préparer au monde du travail. C'est un sacré programme quand on y pense. Maintenant, la grande question, est-ce que ça a marché? Si on s'en tient aux chiffres, à première vue, la réponse semble être un immense oui. On assiste à une véritable success story. Regardez-moi ça. En 1960, le bac, c'était pour une toute petite élite de 11%. Aujourd'hui, on frôle les 80%. La proportion a été multipliée par 7 en moins de 60 ans. C'est juste énorme comme transformation. On pourrait presque s'arrêter là et crier victoire. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût. 157 milliards d'euros par an. C'est une somme absolument colossale qui montre à quel point, collectivement, on croit en l'éducation. Donc l'argent est là, le nombre des diplômés aussi. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes? Pas si vite. C'est ici que le beau récit commence à se fissurer, parce que derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité, disons, un peu plus nuancée. Et voilà le cœur du problème. Il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, la massification. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Plus de monde, plus longtemps à l'école, c'est un fait. Mais la vraie démocratisation, c'est autre chose. C'est quand la réussite à l'école ne dépend plus de la classe sociale de ses parents. Et là, eh bien, c'est beaucoup moins évident. Cette citation de sociologue résume tout parfaitement. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est que la sélection n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée. L'enjeu, ce n'est plus d'entrer en 6e, mais d'accéder aux meilleures filières après le bac. Les barrières ont changé de place, mais elles sont bel et bien toujours là. Et ça porte un nom, la démocratisation ségrégative. L'expression peut paraître un peu barbare, mais l'idée est simple. Oui, presque tout le monde a accès aux études supérieures, mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe de filières très, très hiérarchisées. La question clé, ce n'est plus « as-tu le bac ?», mais « quel bac as-tu ?» et surtout « où vas-tu après ?» D'accord, mais pourquoi? Pourquoi ce tri continue-t-il d'opérer si efficacement? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'un des concepts les plus puissants de la sociologie, celui développé par Pierre Bourdieu. Le fameux capital culturel. Attention, on ne parle pas d'argent ici, c'est beaucoup plus subtil. C'est tout cet héritage invisible. La façon de s'exprimer, les livres qui traînent à la maison, les discussions à table, les visites au musée, bref, tout ce qui donne, sans même qu'on s'en rende compte, les codes et les clés de l'école. Chez Bourdieu, ce capital culturel s'ajoute au capital économique, l'argent, et au capital social, le carnet d'adresses. Mais de tous, c'est bien le capital culturel qui est le plus décisif à l'école. C'est un peu comme commencer une course avec plusieurs mètres d'avance sur les autres. Et c'est là que son analyse frappe très fort. Pour Bourdieu, l'école n'est pas un arbitre neutre. Elle est construite, même inconsciemment, pour valoriser la culture des classes aisées. Du coup, la réussite d'un enfant de ce milieu n'est pas perçue comme un avantage social, mais comme la preuve de son talent ou de son intelligence. L'école transforme un héritage social en mérite personnel. Et par ce tour de passe-passe, elle justifie les inégalités. Mais cette vision, aussi puissante soit-elle, n'est pas la seule. Un autre grand sociologue, Raymond Boudon, propose une perspective différente. Lui ne regarde pas tant la structure du système que les choix faits par les individus. Boudon part d'un principe simple, les familles et les élèves sont des acteurs rationnels. À chaque carrefour d'orientation, à chaque décision importante, ils font une sorte de calcul. Quels sont les coûts de continuer les études et quels sont les bénéfices qu'on peut en espérer? Et c'est là que tout se joue. Ce calcul n'est pas du tout le même pour tout le monde. Pour une famille populaire, le coût et le risque des longues études sont immenses, alors qu'un bac pro est déjà une grande victoire. À l'inverse, pour une famille aisée, ne pas faire d'études supérieures est impensable, c'est perçu comme un déclassement. Les choix sont donc rationnels pour chacun, mais ils ne mènent pas du tout au même endroit. On se retrouve donc avec deux grandes lectures. Pour Bourdieu, le jeu est pipé dès le départ. Pour Boudon, l'inégalité est la somme de millions de décisions logiques, mais prises avec des cartes très différentes en main.
Au fond, ces deux théories ne s'opposent pas forcément. Elles éclairent deux facettes de la même réalité complexe. Et pour finir, comme si ce n'était pas assez compliqué, ajoutons un dernier élément qui vient brouiller les pistes. La réussite scolaire des filles. Les chiffres sont formels, il n'y a aucun débat là-dessus. Les filles réussissent mieux à l'école. Elles ont de meilleurs résultats au brevet, au bac, partout. Si l'école fonctionnait comme une pure méritocratie, on devrait donc logiquement les retrouver majoritaires dans les filières d'excellence et les postes à haute responsabilité. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Regardez, elles sont très minoritaires dans les filières scientifiques d'élite, comme les écoles d'ingénieurs, ou dans les professions les plus prestigieuses. À l'inverse, elles sont surreprésentées dans les métiers du soin, qui sont essentiels mais souvent moins valorisés. Cette excellente réussite scolaire ne se convertit pas en réussite sociale équivalente. Comment expliquer ça? Les sociologues avancent deux pistes. D'une part, une socialisation genrée. On apprendrait aux filles des qualités comme l'application, la docilité, parfaites pour réussir à l'école, mais peut-être moins valorisées dans le monde professionnel. Et d'autre part, une anticipation rationnelle. Les filles s'auto-censureraient, anticipant le fameux plafond de verre et choisissant des voies qu'elles jugent plus accessibles. On boucle la boucle. L'école, pensée comme un égalisateur de chances, semble finalement fonctionner comme un miroir puissant des inégalités de la société, qu'elles soient sociales ou de genre, et parfois même comme une machine qui les renforce. La question finale, et vertigineuse, c'est comment faire pour que l'école puisse vraiment surmonter les inégalités qu'elle hérite? Par où commence le vrai changement? La question reste entière.